Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Alors que des rumeurs circulent sur un prétendu accord entre Israël et les États-Unis visant à mettre fin à la mission de la FIDUL, le porte-parole de la force onusienne, Andrea Tenanti, a catégoriquement démenti. La mission reste mobilisée aux côtés de l'armée libanaise dans un contexte de forte instabilité au Liban Sud. À Nakoura, au quartier général de la FIDUL, une déclaration ferme pour balayer la rumeur. Le porte-parole de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, Andrea Tenanti, dément toute volonté de retrait de la mission onusienne. Tenanti a affirmé « Il n'existe aucun accord entre Israël et les États-Unis pour mettre fin à notre mission. La FIDUL reste pleinement engagée. » Cette déclaration intervient après plusieurs articles dans la presse évoquant un mécontentement israélo-américain sur l'efficacité de la FIDUL. Tenanti rappelle que les casques bleus agissent conformément à la résolution 1701. Il dénonce aussi les restrictions imposées à leurs patrouilles, notamment dans certaines zones du sud où les habitants ont récemment bloqué leur passage en l'absence de l'armée libanaise. Le ministre de la Défense, Michel Mnassa, s'est rendu à Nakoura pour la cérémonie de fin de mandat du commandant Araldo Lazaro. Il a rappelé au renouvellement du mandat de la FIDUL qui expire en août. Mnassa a bien souligné que la présence de la FIDUL est essentielle à la stabilité du Sud et que son mandat doit être prolongé. Sur le terrain, les tensions ne faiblissent pas. L'armée libanaise a mis fin à une violation israélienne à Saddana, en face de Rouaïset el-Alab, en retirant des remblais déposés par les forces israéliennes. Alors que les incidents se multiplient et que la stabilité du Liban Sud reste fragile, la FIDUL insiste. Son mandat est toujours en vigueur et sa mission de paix plus nécessaire que jamais. Une nouvelle série de discussions entre les États-Unis et l'Iran débutera dimanche à Mascate au moment où les tensions autour du programme nucléaire iranien atteignent un niveau critique. Menaces, résolutions et rumeurs d'escalade militaire. Les prochains jours seront décisifs. Dans un climat électrique, une nouvelle tentative diplomatique. Dimanche 15 juin, à Mascate, les États-Unis et l'Iran se retrouveront autour de la table des négociations pour tenter de désamorcer la crise nucléaire. Mais sur le terrain diplomatique comme militaire, les tensions s'enflamment. À Vienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté une résolution condamnant l'Iran pour non-respect de ses engagements. Téhéran a aussitôt riposté en annonçant la construction d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium. En parallèle, des médias américains rapportent qu'Israël se préparerait à une frappe imminente contre les installations nucléaires iraniennes. Israël, qui considère le programme de Téhéran comme une menace existentielle, multiplie les avertissements. En contrepartie, l'Iran affirme que toute attaque israélienne sera suivie d'une riposte directe sur les bases américaines au Moyen-Orient. La Maison-Blanche, elle, parle d'une zone potentiellement dangereuse. Le président américain Donald Trump a ordonné le déplacement de personnel militaire dans la région. Mais malgré cette escalade verbale, l'espoir d'un accord persiste. Oman, médiateur discret mais influent, a confirmé le 6e cycle de négociations. Le président Trump se montre de plus en plus sceptique. Dans un podcast, il a confié être moins confiant qu'avant dans les chances d'un accord. Depuis 2018, le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord de Vienne, l'Iran enrichit désormais l'uranium à 60%, un niveau très au-dessus de la limite autorisée par le traité de 2015. Accusé par l'AIEA de mener une escalade sans justification civile crédible, l'Iran fait face à un dilemme, négocier ou risquer une confrontation régionale. Le round de Mascate pourrait être l'un des derniers avant la rupture. Dans ce climat de forte tension au Moyen-Orient, les États-Unis ont décidé de restreindre les déplacements du personnel de leur ambassade en Israël. Une mesure préventive alors que des médias évoquent la possible préparation d'une attaque israélienne contre l'Iran et que l'AIEA vient de condamner Téhéran pour ses activités nucléaires. Dans un communiqué, l'ambassade américaine à Jérusalem annonce des restrictions de déplacement pour ses employés et leurs familles sur le territoire israélien. Désormais, seuls les trajets à l'intérieur de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheva sont autorisés,
ainsi que les déplacements vers et depuis l'aéroport Ben Gourion. En dehors de ces zones, tout voyage est interdit jusqu'à nouvel ordre. Selon le communiqué de l'ambassade, en raison de l'augmentation des tensions régionales, cette mesure est préventive. Les citoyens américains doivent identifier les abris les plus proches en cas d'alerte. Plusieurs médias américains, dont NBC News et le New York Times, évoquent une possible attaque israélienne imminente contre les installations nucléaires iraniennes. L'ensemble de la bande de Gaza est pratiquement privé d'Internet et de téléphonie à la suite d'une attaque contre la dernière ligne de fibre optique encore fonctionnelle. Le ministère palestinien des télécommunications accuse Israël et les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Silence radio à Gaza. Depuis 2 jours, les habitants du territoire sont quasiment injoignables, Internet et réseaux téléphoniques étant coupés dans la quasi-totalité de l'enclave. Selon le ministère palestinien des télécommunications, une attaque ciblée sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service est à l'origine de cette coupure totale. La porte-parole du ministère, Maïsam Nayar, a confirmé « Seuls quelques appels mobiles fonctionnent encore et cela de manière très limitée. Le sud et le centre sont désormais aussi coupés que le nord. » Les accusations sont claires. Israël est tenu responsable de cette interruption massive. Le ministère affirme que les forces israéliennes empêchent depuis des mois les réparations des infrastructures télécom. Les équipes techniques, elles, ne peuvent pas accéder aux sites endommagés pour des raisons de sécurité. Résultat, Gaza se retrouve isolé du monde extérieur dans un contexte de guerre et de bombardement. Une situation qui entrave gravement l'action humanitaire. La Société palestinienne du Croissant Rouge alerte sur les conséquences dramatiques de cette coupure. Elle déclare « Nous n'arrivons plus à communiquer avec nos équipes à Gaza. Même les opérations d'urgence sont perturbées. » Alors que les combats se poursuivent, les télécommunications, dernier lien avec le monde, s'effondrent à Gaza. Une coupure numérique qui se double d'un isolement humain, logistique et médical dénoncé par les ONG et les autorités palestiniennes. Nouvelle incursion israélienne en territoire syrien. L'armée israélienne a confirmé l'arrestation de plusieurs membres présumés du Hamas dans le sud de la Syrie lors d'une opération nocturne menée près de la frontière. Objectif affiché, prévenir des attaques en préparation contre Israël. C'est au cœur de la nuit que l'unité israélienne a frappé. Des soldats de la brigade Alexandroni, déployés dans le nord d'Israël, ont traversé la frontière pour une opération ciblée à Beijing, un village syrien situé à seulement 6 km de la zone tampon. Selon l'armée israélienne, l'opération a permis l'arrestation de plusieurs membres du Hamas, soupçonnés de planifier des attaques contre des civils et des soldats israéliens. Les individus arrêtés ont été transférés en Israël, où ils sont désormais entre les mains de l'unité 504 du renseignement militaire, spécialisée dans les interrogatoires et les opérations de terrain sensibles. En Inde, cette fois, un vol de la compagnie Air India à destination de Londres s'est écrasé à l'aéroport d'Ahmadabad dans le sud-est du pays. 242 personnes étaient à bord. Le ministre de l'Aviation évoque un drame national. Le chef de la police d'Ahmadabad a indiqué qu'il n'y a apparemment aucun survivant. Ahmadabad, jeudi matin. Le ciel est noirci par une épaisse fumée. Le vol Air India 171 à destination de Londres vient de s'écraser avec 242 passagers à bord. L'appareil devait relier la ville indienne à la capitale britannique. Selon un responsable de l'aéroport, l'accident est survenu peu après le décollage ou lors d'une manœuvre d'urgence encore non précisée. Ram Mohan Kinjarapu, ministre indien de l'aviation, a déclaré « Je suis choqué et accablé. Mes pensées vont aux passagers et à leurs familles. Tous les efforts sont déployés pour acheminer les secours. Les équipes d'intervention ont été dépêchées rapidement sur les lieux. Les autorités indiennes ne confirment encore aucun chiffre sur d'éventuels survivants. Ce drame ravive le souvenir de précédentes tragédies aériennes en Inde. En 2010, un vol d'Air India en provenance de Dubaï s'écrasait à Mangalore, faisant 158 morts. En 1996, une collision aérienne près de New Delhi causait la mort de 350 personnes, le pire accident de l'histoire aérienne du pays. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du crash.
Le pays est sous le choc. Air India, la compagnie nationale, n'avait pas connu d'accident aussi grave depuis plus d'une décennie. Les manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump se poursuivent à travers les États-Unis. Si elles restent d'ampleur limitée, elles se multiplient dans plusieurs grandes villes malgré le couvre-feu et la présence militaire. L'administration Trump promet de ne jamais laisser la loi de la rue régner, tandis que l'opposition démocrate dénonce une dérive autoritaire. Des pancartes, des cris et des rues sous tension. Depuis une semaine, des milliers d'Américains manifestent, souvent pacifiquement, contre les interpellations massives de migrants menées par les autorités fédérales. À Los Angeles, épicentre du mouvement, plus de 1000 personnes ont encore défilé. La ville vit sa deuxième nuit consécutive sous couvre-feu imposé par la maire Karen Bass après des scènes de vandalisme. Donald Trump a ordonné le déploiement de 4000 réservistes de la Garde nationale et 700 Marines en Californie, une décision vivement contestée par le gouverneur démocrate Gavin Newsom qui dénonce une atteinte aux libertés. Il fustige « La démocratie est attaquée sous nos yeux. La Californie est peut-être la première, mais ne sera pas la dernière. » Le mouvement s'étend timidement à d'autres villes. Spokane, Seattle, Tucson, Las Vegas, San Antonio, mais reste pour l'instant d'ampleur limitée. À Seattle, 8 personnes ont été arrêtées après des heurts. À Las Vegas, des gaz lacrymogènes ont été utilisés contre une foule émue. Alors que Washington se prépare à un défilé militaire controversé samedi, le jour même de l'anniversaire de Donald Trump, un collectif appelé No Kings appelle à des journées nationales de mobilisation dans des centaines de villes. Loin des déboires de ce monde, une conséquence plutôt positive du changement climatique. La récolte de fraises au Royaume-Uni atteint cette année des niveaux exceptionnels, tandis qu'en quantité qu'en qualité. Grâce à un printemps record en soleil et en chaleur, les producteurs savourent une rare réussite, malgré les inquiétudes climatiques dans d'autres secteurs agricoles. Rouges, sucrées, juteuses, les fraises britanniques n'ont jamais été aussi savoureuses. Dans le Kent, au sud-est de l'Angleterre, les serres débordent de fruits charnus gorgés de soleil printanier. Selon James Miller du groupe W.B. Chambers Farms, les journées lumineuses et les nuits fraîches ont créé les conditions idéales pour une récolte d'exception. La pollinisation, favorisée par le climat, a également amélioré la qualité des fruits. Il n'hésite pas à déclarer « Le calibre et le goût sont exceptionnels cette année. Un vrai plaisir pour les consommateurs et pour nous. Les producteurs saluent un printemps sans précédent. » D'après l'agence météorologique britannique, mars à mai 2025 constitue la période la plus chaude et ensoleillée depuis le début des relevés en 1884. Nick Marston, le président de British Berry Growers, affirme « Cela fait 30 ans que je suis dans le secteur et je n'ai jamais vu une saison aussi favorable aux fraises. » Résultat, des fraises plus précoces et en grand nombre. Depuis le début de la saison, 21 600 tonnes ont déjà été vendues, soit 5 000 tonnes de plus que l'année dernière à la même période. Mais cette réussite cache aussi des défis, car si les fraisiers s'épanouissent, d'autres cultures souffrent. En Angleterre, le printemps 2025 a aussi été le plus sec depuis un siècle, affectant notamment la betterave sucrière et les pommes de terre. Pour faire face à la sécheresse, les producteurs de fraises misent sur l'irrigation goutte à goutte directement au pied des plants. Une stratégie qui cette année porte ses fruits littéralement. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de votre écoute et à très bientôt.